Nous allons donc consacrer la dernière demi-heure à la seconde table ronde. Je demande à Michel Panetier de bien vouloir s'installer ici, précisément, par exemple. Mireille Bonin, si vous voulez vous mettre à côté. Ensuite, Madame le maire de Tonnerre, Dominique Aguilar, vous mettez ici. À vos côtés, Jean-François Alliot, maire de Villeneuve-la-Dondagre. Et enfin, Michael Grand, qui est chargé de mission numérique du S2Y, et qui va être rejoint par Jérôme Lelu, qui représente la société Citeos. Je précise tout de suite pour M. Lelu, qui représente la société Citeos, qu'il n'est pas là parce qu'il m'a proposé un voyage à Bora Bora ou quelque chose comme ça, parce que ça aurait pu être d'autres entreprises. Donc, à la demande de Jean-Noël Loury, les choses ont été faites dans les règles de l'art. On a réuni les entreprises qui potentiellement pouvaient venir proposer des offres dans le domaine des territoires connectés. Et par tirage au sort devant huissier de justice, c'est monsieur qui a été retenu. Voilà. Ça ne veut pas dire que les autres sont punis, mais on voulait avoir une entreprise qui parlait au nom de la profession. Donc, nous allons commencer avec vous, Michel Panetier. Vous êtes délégué départemental du S2Y et vous venez, à la demande de Jean-Noël Loury, d'accepter la lourde tâche d'être le monsieur numérique du syndicat. Et on en parle là dans la vidéo. Les délégués départementaux, c'est un peu le parlement du syndicat. Vous représentez l'ensemble des communes. Pourquoi, comment devient-on délégué départemental ou S2Y ? Une bonne question. Déjà, faut être élu, déjà pour être représentant au sein du comité. Donc effectivement, je suis élu donc à Gurgy, donc j'ai souhaité effectivement, en accord avec le conseil municipal de Gurgy, d'être présent, bien sûr, au comité. Autre chose qui m'intéresse, moi j'ai toujours été intéressé par la chose publique et l'aménagement du territoire, donc je pense que c'est quelque chose qui est très important, notamment par rapport au S2Y, qui, à mon avis, est un des premiers aménageurs sur le territoire. Je pense qu'en exploitant les réseaux, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, je ne voudrais pas être redondant, parce que aussi bien les trois premiers intervenants que la table ronde, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, notamment sur les réseaux connectés, etc., donc je ne voudrais pas rappeler, surtout que j'ai cru comprendre qu'on avait pris un petit peu de retard, donc je ne voudrais pas rappeler tout ça. Donc effectivement, je pense qu'aujourd'hui, le SDY a toute légitimité, bien sûr, à entreprendre ces réseaux connectés. Voilà. Est-ce que vous êtes expert dans la matière ? Alors, pas du tout. Ou est-ce que vous apprenez en marchant comme tous ? On apprend en marchant. Effectivement, j'ai découvert un petit peu les réseaux connectés il y a quelques mois à peu près, au travers d'une réunion qu'on a fait avec Citeos au mois de juillet, je crois, avec avoir partagé pas mal avec Michael Grand. Donc, je ne suis pas du tout un expert, mais je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux être, ça a été rappelé tout à l'heure, force de proposition, que de laisser subir, parce qu'effectivement, on a parlé des sociétés comme Google, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait plus, enfin, nous, syndicats, on doit plus maîtriser nos données, etc., notamment par rapport à la chose publique et par rapport notamment comme on représente, bien sûr, les communes du département. Je pense que c'est très intéressant par rapport à ça. Donc, je ne suis pas expert en la matière. Je vais m'appuyer sur les services du S2Y, notamment Michael, avec qui on échange pas mal de ce côté-là. Alors, il y a une chose que vous avez faite dans une vie professionnelle antérieure, et à mon avis, c'est pour ça que Jean-Noël Loury a pensé à vous, c'est que vous avez été pendant de longues années le représentant de la Poste, du groupe La Poste sur le département. Et donc, à cette occasion, d'abord, vous avez une connaissance assez précise du territoire, plus petite commune ou plus importante, et vous avez accompagné la mutation, l'évolution de la Poste avec quelquefois un peu de souffrance quand il s'agissait de fermer des bureaux, mais bon. Mais aussi, par exemple, renouveler le parc de véhicules. Vous avez été un des premiers à avoir équipé votre parc de véhicules en véhicules électriques. C'est vrai. C'est vrai que bon, ça c'est il y a quelques années en arrière. Maintenant, il y a 3 ans en arrière, donc déjà ça fait un petit peu loin. Non, mais effectivement, bon, je pense que mes fonctions antérieures m'ont permis de bien connaître le département, sa richesse, sa diversité, parce que je pense que le département de l'Yonne, pour bien le connaître, je pense qu'il y a une énorme richesse à la fois patrimoniale, en termes d'agriculture, peut-être l'agriculture bio, puisqu'on en parle beaucoup, y compris peut-être industrielle, notamment sur le nord de Lyon. Effectivement, toute cette
cette connaissance du territoire m'a permis de rencontrer beaucoup de maires ici présents. Et aussi, je pense que c'est de pouvoir échanger, ne pas, comment dirais-je, ne pas proposer des solutions en un dialogue constructif avec les élus qu'on pourra faire les choses. C'est ce qui s'est passé lorsque j'étais représentant du groupe La Poste. C'est ce qui a permis notamment ce maillage du territoire. Concernant les véhicules électriques, effectivement, La Poste avait été à l'époque demandée par l'ancien gouvernement à être précurseur notamment sur l'installation de véhicules électriques, parce que je crois qu'à l'époque, le président Bagny en avait acheté 10 000, je crois, puis au niveau national, tous les facteurs s'occupaient de véhicules électriques. Donc on sait comment fonctionne le véhicule électrique, on sait l'importance, etc. Et aujourd'hui, pour avoir discuté, y compris avec des facteurs qui ont des véhicules électriques, en aucun moment ils voudraient revenir sur des véhicules thermiques. Voilà. Et comment aller, on a parlé tout à l'heure dans la précédente table ronde des usages et services numériques, notamment vus par la FNCCR. Comment est-ce que vous allez identifier les besoins prioritaires des communes dans ce domaine-là? Est-ce que ça va être tout seul dans les bureaux du SDEY ou est-ce que vous allez aller sur le terrain? Bien sûr, on va poser ça directement. Non, je plaisante. Non, je pense qu'avec Michael et sans doute d'autres membres, on va lister des communes qui sont, comment dirais-je, qui seraient, qui souhaiteraient vraiment participer à cette étude. Donc on va essayer de trouver un panel de communes volontaires, une vingtaine de réfléchir communes, avec elles. une vingtaine de communes volontaires, réfléchir à leurs besoins. Après, bien sûr, mettre ça sur papier, voir quels sont les besoins qui peuvent être, je dirais, notamment sur l'éclairage électrique, peut-être dans un premier temps, qui peuvent être résolus assez rapidement. Hein. Mais je pense qu'il faut surtout, comme je disais précédemment, il faut surtout avoir l'avis des communes et ne pas du tout imposer aux communes. Je pense que ce que Jean-Noël en a parlé tout à l'heure dans son introduction, notamment l'histoire des bornes de recharge. Effectivement, il y a 3 ans, moi j'avais assisté à cette première assemblée générale. C'était pas gagné d'avance. C'est quoi? C'est en charge aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que le syndicat a bien maillé le territoire en termes de bornes de recharge, Et aujourd'hui, il est maître de ce maillage, au lieu que ce soit peut-être d'autres constructeurs ou d'autres intervenants qui soient venus. Je pense que dans les territoires connectés, la démarche doit être exactement la même. C'est nous les précurseurs, c'est nous qui maîtrisons les données. Je pense que Philippe Bourguignon tout à l'heure a parlé de la sécurisation des données. Je pense que ça, c'est quelque chose de très très important et que les collectivités locales, hein, donc les pouvoirs publics, restent maîtres de leurs données au lieu de confier ça parfois à d'autres sociétés qui... voilà. Donc vous n'avez pas d'a priori... Tout est possible et vous vous positionnez comme un syndicat prestataire de services auprès des communes qui sont volontaires pour réfléchir sur cette phase expérimentale. Tout à fait, oui, on est vraiment le prestataire de services. Après, en fonction des besoins des communes, on verra ce que chaque commune souhaite, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. J'espère avoir été... Si, je rajoutais un petit truc que j'avais conclu par quelque chose. Je dirais un territoire intelligent, c'est un territoire connecté et c'est un territoire durable. Ça, je pense qu'il faut réfléchir à ça. Je pense que derrière cette conclusion, ce sera la chance des territoires ruraux de pouvoir être connectés et de pouvoir garder à la fois leur identité. Et Jean-Noël le répète assez souvent, je pense qu'on a une énorme chance, les territoires ruraux, y compris l'avenir, vu aujourd'hui en plus de ça, la société qui évolue et qui souhaite quand même se rapprocher plutôt vers le rural avec tout ce qui est les mouvements écologiques, enfin le côté environnemental qu'on a aujourd'hui. Je pense, voilà. Merci beaucoup, Michel Pentier. Vous pouvez l'encourager parce qu'il n'est qu'au début de sa mission et dans les années qui viennent, on va rentrer dans le dur. À vos côtés, Mireille Bonin, vous êtes chargée de mission numérique à la FNCCR et vous avez donc réfléchi à comment les territoires comme Lyon pourraient mettre en œuvre une stratégie de territoire connecté. Alors, comme on en a parlé tous les deux, on sait qu'il y a différentes stratégies possibles. Au niveau de la fédération, vous avez une vision des choses assez structurée, organisée. Peut-être qu'au plus près du terrain, comme le proposait Michel Pentier, il faut s'adapter aux attentes, aux besoins qui peuvent être différents. En tous les cas, si vous voulez bien nous présenter votre réflexion du moment, je vous en prie. Ouais, merci, bonjour à tous. Rapprochez bien le micro, s'il vous plaît. Voilà, je vais le tenir comme ça. Voilà. Bonjour à tous, merci au SDEY de permettre à la FNCCR de développer dans cette seconde table ronde le volet usage et services
des stratégies numériques territoriales qui ont été abordées sous l'angle plutôt infrastructure réseau jusqu'à présent. J'ai des PowerPoint, on va pouvoir les enchaîner. Je fais signe, voilà, vous pouvez passer au suivant. Voilà, dans mon propos qui se veut assez pédagogique et institutionnel pour parler des stratégies territoriales numériques, je voulais vous proposer d'abord un petit tour d'horizon des réalisations faites par nos adhérents et qui mêlent une diversité de compétences et de services numérisés, mais aussi des diversités de modalités d'action. Alors le premier visuel que je vous propose est une cartographie, bon, que vous ne voyez pas très bien, mais ce n'est pas là l'importance. L'importance, c'est qu'elle est issue d'une étude faite par notre adhérent, le syndicat informatique des Alpes-Maritimes, qui a voulu recenser des initiatives, des réalisations faites par ses alter-ego, ses collègues dans toute la France, pour pouvoir mutualiser et coopérer sur des outils divers, des applications destinées aux collectivités ou aux usagers. Alors cette étude, je vais vous donner 3 exemples issus de cette étude. Par exemple, des applications touristiques qui peuvent intéresser votre département de Lyon. Hein, il y en a dans les Alpes-Maritimes. Donc, des outils de maintien des personnes âgées à domicile, faits par nos collègues du département du Loiret. Et aussi, par rapport à l'enjeu clé qui est la donnée, qui a été répété assez souvent ce matin, la création de plateformes de stockage de données, ce qu'on appelle des data centers dans notre jargon d'informaticiens et de télécomistes, par le syndicat mixte Manche Numérique. Voilà quelques exemples. J'en profite aussi pour dire un mot sur Osvilo, dont la FNCCR est administrateur. On peut dire que c'est un opérateur public qui propose des services informatiques en ligne. Donc les applications que vous souhaitez développer peuvent être hébergées par cet opérateur public. Tout est chez eux, rien chez vous. C'est une sécurité, c'est de grands professionnels. Voilà, slide suivante. Autre exemple, alors un montage un peu différent, le démonstrateur de Smart City de Chartres Métropole, réalisé par Citeos. Voilà, c'est un peu le hasard, mais c'est bon, c'est très bien ainsi. Pour ceux qui connaissent Chartres, c'est un quartier intelligent qui est au stade de démonstrateur autour de la place du Châtelet et qui a mis en œuvre tous les exemples. On retrouve un peu les mêmes exemples de utilities ou de services de la tranquillité qu'on a développé ce matin, éclairage public intelligent, des hotspots Wi-Fi, des caméras de vidéoprotection, gestion des feux tricolores. Voilà, il y a beaucoup d'exemples mis dans ce démonstrateur fait dans le cadre d'un projet de recherche et développement. Chartres Métropole, à l'époque, a fait le choix d'un partenariat public-privé avec Citeos, donc en l'espèce, qui a déployé, qui gère et qui collecte les données issues de ces applications et qui les a retraitées avec des outils big data dont il s'est doté. Et j'avais rencontré le collègue de monsieur ici présent il y a quelques temps. Je lui avais demandé quel était pour lui le statut de ces données. Et il m'avait bien répondu que pour lui, c'était bien des données publiques qu'il s'engageait à restituer, bien évidemment, à Chartres Métropole. Mais néanmoins, ces données, pour l'instant, elles sont dans les lieux de stockage et data centers de cet opérateur. Est-ce que ça pose un problème, selon vous? Parce que tout ce matin, on nous a dit il faut y aller, les réseaux, on n'a plus le choix, etc. Mais tous ces réseaux vont collecter des données à usage privé, public, etc. Est-ce que monsieur qui est là peut les commercialiser auprès de je ne sais qui? Ou est-ce qu'il y a un contrat qui le lie à Chartres Métropole? Ou est-ce que pour le moment, on est dans un flou juridique, artistique parfait? Je ne connais pas la teneur du contrat entre Chartres Métropole et Citeos. Qu'il a envie de se défendre. Oui, mais tout ce que je sais, c'est que je crois que Chartres Métropole a l'intention de se doter d'une structure qui pourra gérer les données, toutes les données qui sont produites dans toutes les applications de la ville. Est-ce que vous, au nom de la FNCCR, vous voyez un inconvénient? Est-ce qu'il y a un opérateur privé
qui collecte et gère les données pour le compte C'est d'un avec des syndicat garanties très strictes de restitution et de contrôle de la donnée. Le plus important, c'est que les collectivités maîtrisent absolument les données. Bon, je vais poursuivre. Vous aurez l'occasion de propos. répondre, monsieur, ne vous inquiétez pas. Pour passer slide suivante, bon, je ne vais pas beaucoup insister parce qu'on a développé ces exemples ce matin même, notamment de Smile. On va accélérer un petit peu. Je vais, slide suivante, voilà, parler un peu plus de ce que quand un acteur public est à l'initiative d'une démarche de territoire intelligent, les questions, les objectifs, les enjeux et les points de vigilance qui doivent être absolument à son esprit. Tout d'abord, il y a bien sûr à procéder à des diagnostics territoriaux parce que tous ces projets-là ne touchent pas que l'énergie, les réseaux. Les objectifs d'avenir sont aussi d'aller apporter des solutions dans le domaine de la santé, de l'éducation et du tourisme notamment. Et donc, on a parlé des enjeux sociétaux, je crois, tout à l'heure. Et donc, il est important que le dialogue et l'implication des élus soient à l'œuvre et soient totalement un objectif et un enjeu de ces démarches. Autre enjeu, la dématérialisation, parce qu'on parle de données, mais c'est aussi l'occasion de parler de toute l'administration territoriale en ligne, puisqu'on numérise, on apporte des services, des outils, et c'est important aussi pour les communes qui doivent traiter de l'état civil, qui est dématérialisé aussi, puis d'autres exemples sur l'urbanisme notamment. Autre enjeu, on l'a dit, la mutualisation des moyens et des ressources. On a parlé des plateformes de stockage de ces données qui peuvent être publiques à l'échelle régionale, destinées à toutes les initiatives locales, à tous les projets des collectivités. Des biens communs, les données, on peut les partager. Les applications qui ont été développées par le voisin, elles sont réappropriables. On a parlé aussi de cybersécurité tout à l'heure, de confiance dans le numérique. On a abordé un petit peu la question aussi des données personnelles avec les compteurs Linky notamment, parce que ça a fait un peu couler d'encre. Et il ne faut pas oublier que dès l'année prochaine, collectivité ou pas, le nouveau règlement européen de protection de la donnée va s'imposer à tout le monde. Et ça, c'est un enjeu très important que les adhérents de la FNCCR et notamment le SDEY prennent en compte. On a parlé aussi de souveraineté, je crois que c'est M. Bourguignon qui a parlé aussi de souveraineté numérique. Dernier plan, ce qu'on appelle la médiation numérique ou la inclusion. L'idée que tous ces usages ou ces territoires intelligents doivent être centrés sur l'usager, pour lui, que ça soit très facile, que ça lui parle, qu'il n'y ait plus qu'à appuyer sur un bouton pour que ça marche. Et nécessairement, ça passe aussi par ça c'est une constante qu'on retrouve chez tous nos adhérents, c'est le besoin de formation et de relais de proximité pour accompagner les plus petites collectivités ou les usagers. Voilà. Alors un mot très rapidement sur un outil qui peut, le cas échéant, être mis en œuvre, les schémas directeurs des usages et services, qui est un document institué par la loi. Bon, j'en parle un peu parce que la FNCCR s'est battue pour que cet article apparaisse dans le CGCT. C'est l'article L1425-2 qui permet aux collectivités quand c'est nécessaire, quand il y a des discussions, quand il y a besoin de concertation, de se réunir autour de la table et de produire un document de référence. En clair, si sur un territoire, hypothèse d'école, un conseil départemental et un syndicat ne s'entendaient pas, le SDUS pourrait être un outil qui permette de faire avancer tout le monde ? Par exemple. Par chance, dans Lyon, tout le monde s'entend. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai que ce n'est pas vrai partout, donc c'est un outil qui existe et dont on parle à nos adhérents, le cas échéant. Alors en conclusion, c'est la dernière, voilà, quelques idées forces, quelques conclusions. Donc la stratégie territoire intelligent, les usages, etc., c'est une démarche à part entière. Et on insiste encore sur le fait que quand ça démarre de la base, il y a de grandes chances de réussir.
C'est aussi un moyen de ne pas avoir à gérer ce qu'on pourrait appeler des zones blanches de la mutualisation informatique. Je vais prendre un rapide exemple, mais je pense que dans Lyon, il y a des exemples similaires. Je citais tout à l'heure le SICTIAM, qui a réalisé une application pour la gestion des chemins de fer de Provence. C'est un tout petit sujet des réseaux ferrés en France, mais qui aurait fait cette application si ce n'est l'acteur local, l'animateur local des usages et des services. Maîtrise des données, on en a suffisamment parlé. Open data, sans oublier l'open data. Et pourquoi ne pas créer une sorte de plan France des numériques ou France des usages et services pour avoir un cadre de financement à tous ces projets et pour ainsi créer une dynamique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, madame. Je ne doute pas que Michel Panetier viendra vous voir régulièrement dans vos bureaux à la FNCCR pour profiter de vos réflexions et de vos connaissances dans le domaine. Nous continuons avec vous, Dominique Aguilar et Jean-François Alliot. Je vous ai placé très volontairement au cœur de la table ronde, puisque tout ça, c'est fait pour vous, les maires de Lyon, qui pouvaient avoir des besoins dans le domaine des usages et des applications numériques. Commençons avec vous, Madame le maire de Tonnerre. Et en plus aussi, d'abord, vous êtes 2 communes volontaires pour travailler aux côtés du SDEY dans une phase d'expérimentation. Et puis, le hasard faisant bien les choses, vous représentez, Madame, une ville moyenne, environ 5000 habitants. Et vous, Monsieur, un petit village, 300 et quelques habitants, ce qui est commun dans Lyon. Donc, deux territoires avec des populations différentes, quantitativement parlant. Et on va voir si, en fonction de vos réflexions, les besoins sont les mêmes ou pas. Madame le maire, à Tonnerre, quels sont, dans le domaine des usages et services numériques, les premières solutions, les premiers objets que vous souhaiteriez pouvoir mettre en place avec le soutien donc, des services du syndicat et l'accompagnement de Michel Panetier? Dans un premier temps, en effet, il y a une réflexion générale qui est portée sur le numérique au sein de la collectivité. La plus évidente actuellement est celle, en fait, de l'installation et de la rénovation de tous les candélabres et, en fait, des usages électriques directs des habitants. Comme toutes les collectivités, nous sommes confrontés aux difficultés financières. Donc, on a à cœur de pouvoir faire des économies, de réduire nos charges en matière de fonctionnement. Et donc, par le passage donc, de tout ce qui est des mâts anciens qui sont consommateurs, qui sont inadaptés, de pouvoir les remplacer par du LED. Donc là, il y a un programme d'investissement qui est engagé déjà sur une partie de la commune? Alors, qui est en cours on a déjà fait une étude. On voit bien que, en fait, les dispositifs qui existaient sont anciens, que ces dispositifs ne répondaient pas aux besoins des habitants, qu'on était plus là pour éclairer les papillons que pour éclairer les cheminements, les passages des habitants. Et donc, c'est pour vraiment être en adéquation avec les besoins des habitants, selon les quartiers également, parce qu'il y a aussi la nécessité de voir les flux de passage en soirée, de passage piéton, mais également automobile, sur des quartiers qui peuvent être différents, avoir une réflexion sur tout ce qui concerne les déplacements des élèves au sein des écoles, que ce soit collège ou lycée. Voilà, on doit être en adéquation avec la mobilité des habitants. Donc votre première attente, c'est la rénovation, je dirais, assez classique de l'éclairage public pour passer en gros du sodium, j'imagine, au LED. Et si ce nouvel équipement peut être enrichi, comme le proposait, je crois, tout à l'heure, M. Salaberry, en nouvelles applications, vous êtes volontaire aussi. Oui, je crois qu'on est dans une période de transition et les mutations de villes connectées ou intelligentes s'imposent à nous. S'impose d'autant plus sur en tout cas des communes comme les nôtres, où nous avons un patrimoine remarquable et exceptionnel. Et donc, c'est de pouvoir valoriser les atouts
de nos communes. Valoriser ces atouts, c'est évidemment également avoir un retour économique, ce qui est très important, parce que voilà, on est quand même dans des périodes où tout est bon pour récupérer, je dirais, des marges financières, et donc de pouvoir être dans le cadre d'une ville connectée, au sein d'une commune comme la nôtre, où on a un hôtel-Dieu, enfin différents bâtiments qui sont classés dans un secteur sauvegardé, c'est aussi de pouvoir avoir une connexion et un échange, une participation citoyenne avec les habitants, bien entendu, mais également avec les gens qui nous rendent visite, les touristes, pour pouvoir échanger avec eux en direct, pour pouvoir avoir leur retour sur la façon dont ils appréhendent la collectivité, parce que c'est vrai que les habitants, ils vont avoir des besoins sur une ville connectée qui seront immédiats, mais on doit avoir un regard aussi sur l'extérieur et savoir comment les autres, ceux qui viennent d'ailleurs, envoient notre ville, la regardent et quels sont leurs besoins. Donc aussi, c'est s'adapter aux habitants immédiatement, mais aussi pouvoir être à l'écoute des touristes qui viennent sur nos villes, de pouvoir savoir quels services ils ont besoin, comment ils rentrent en connexion. Alors évidemment, on peut utiliser les QR codes et puis tous les réseaux, mais c'est d'aller plus loin pour être vraiment en participation citoyenne et en échange constant. Donc deux priorités tout de suite, il y en aura peut-être d'autres au fur et à mesure de votre réflexion avec Michel Pentier. C'est une au service des habitants autour de l'éclairage public qui pourrait être enrichi avec des applications, et une autre plus tournée vers le tourisme pour voir la perception de ceux qui visitent votre territoire et voir si, voilà, sur les horaires, l'aménagement, enfin tous les services apportés aux visiteurs correspondent à leurs attentes. Oui, c'est la recherche immédiate du dialogue et de la communication pour être vraiment dans le mouvement de la ville intelligente et connectée, et pour montrer que voilà, on suit la progression, et je crois que ça a été dit largement tout à l'heure, on n'y échappera pas, et tant que faire se peut, c'est d'être en marche les premiers. Très bien, donc vous rejoignez la position de M. Salaberry, on n'a pas le choix, il faut y aller. Même si on est un territoire un peu éloigné des métropoles, même si on est un territoire en souffrance économique, et au contraire, il faut utiliser tout ce qui nous est proposé. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame le maire. À vos côtés, Jean-François Alliot. Oui, bonjour. Bienvenue, monsieur le maire. Donc, quand on s'est rencontrés, vous m'avez dit, moi, c'est bien simple, quand il y a un candélabre qui est en panne, je prends ma clé de 12 et je vais le réparer, et puis on avance, et voilà. Alors, méthode un peu efficace. Malgré tout, sur votre petite commune, vous avez une borne de mobilité électrique. À côté, vous avez un totem pour avoir des informations sur la commune. Et vous êtes aussi commune volontaire pour travailler et réfléchir avec Michel Pentier sur les services dont pourrait bénéficier une petite commune comme la vôtre. Par exemple, est-ce que vous avez une ou deux idées, là tout de suite, qui vous donneraient envie d'avancer dans les applications et usages numériques? Écoutez, on est passé en éclairage LED pour une raison simple, parce que c'est plus économique déjà. Et puis, au niveau des candélabres, on a 4 fils, donc un intelligent qui nous permettra de passer de la vidéoprotection, comme on est à côté d'une sortie d'autoroute. On a un petit peu beaucoup de passages et ça permet de contrôler le flux migratoire de certaines personnes par l'intermédiaire de la gendarmerie. Ça, c'est déjà programmé dans votre rénovation d'éclairage public? C'est programmé, ça commence dans une quinzaine de jours. Et je pense que avant la fin de l'hiver, ça sera terminé, quoi. Et donc là, tout à l'heure, on parlait de l'inquiétude de certains usagers avec le compteur Linky. Là, j'imagine que vous avez rassuré vos administrés. Ce n'est pas pour surveiller les allées et venues de tout le monde. C'est en cas de problème, transmettre des données aux forces de l'ordre pour faire leur travail. Ouais, c'est-à-dire qu'on on met des caméras au point stratégique du village, c'est-à-dire à l'entrée et à la sortie du village, et peut-être au niveau de l'aire de jeu ou de la salle des fêtes, pour éviter tous les problèmes de délinquance, et bien que j'ai pas beaucoup de délinquance quand même. Donc la première attente que vous auriez, c'est vidéoprotection.
Vidéoprotection, oui, bah, j'ai déjà la borne, alors Oui. on va pas en poser une deuxième. Est-ce que, je sais pas, dans le domaine de la santé, est-ce que si un jour on vous propose une application qui permettrait aux personnes âgées chez elles d'être connectées pour alerter sur leurs problèmes de santé, tout ça, ça vous paraît avoir du sens ou c'est trop éloigné de la réalité des... Ah non, c'est pas éloigné du tout. Dès qu'on peut se connecter à quelque chose, je suis pour, je vais de l'avant. J'ai un président qui est comme ça, donc je marche avec et ça se passe comme ça. Donc vous aussi, vous êtes volontaire, vous dites il faut y aller. Toujours. On a plus Toujours. le choix. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour votre témoignage. On va continuer avec vous, Michael Grand. Alors, au syndicat, dès qu'il y a un problème de pylône, on appelle Michael. Et là, dès qu'il y a un problème, enfin, pas un problème, une stratégie à mettre en œuvre dans le numérique, on appelle Michael. Bon. Comment voyez-vous les choses? Est-ce que vous allez vous engager résolument dans un SDUS qui était proposé tout à l'heure par Mme Bonin, mais elle a dit c'est en cas de problème, c'est un outil qui peut nous rendre service, ou est-ce que vous dites, en lien avec ce que propose Michel Pannetier, on va d'abord aller au plus près de la réalité du terrain et on va voir concrètement comment on peut avancer, comme vous l'avez fait pour les pylônes en réalité? Alors oui, je ne vais pas déjuger Michel. Effectivement, aujourd'hui, notre démarche Rapprochez bien le micro. est de se rapprocher des communes et au plus près pour avoir une vision, je dirais, la plus adaptée à la réalité terrain. Donc aujourd'hui, notre démarche, c'est d'accompagner les communes pour leur démontrer et leur faire prendre conscience de ce qui peut être fait avec les outils numériques. Donc aujourd'hui, nous pensons, par rapport à un SDUS, que nous obtiendrons des résultats probants et plus rapidement, certes sur des thématiques, je dirais, moins vastes, mais sur lesquelles nous serons le porteur de projet unique. Aujourd'hui, l'objectif, concrètement, c'est de monter très vite en compétence sur ces domaines, de démontrer notre savoir-faire à l'ensemble des acteurs et de faire en sorte d'acquérir la légitimité qui nous permettra de fédérer l'ensemble des acteurs et pourquoi pas demain, dans un second temps, porter un SDUS au niveau du département. Comment fait-on sur un territoire qui est en train de développer la fibre ou la montée en débit en fonction des territoires? Comment fait-on pour développer les services et usages numériques quand la fibre n'est pas encore au rendez-vous? Alors aujourd'hui, c'est plutôt simple parce qu'on peut s'appuyer sur les réseaux existants pour déployer des solutions numériques. Aujourd'hui, instrumenter des équipements, récolter de la donnée à travers des réseaux 2G, 3G, 4G est relativement courant. Aujourd'hui, les grands groupes le proposent quotidiennement pour proposer des contrats de performance énergétique. La SNCF le fait avec le GPRS, donc c'est de la 2G améliorée pour optimiser ses coûts de maintenance et faire en sorte d'assurer sa continuité de service sur son réseau de télécommunications GSMR. Aujourd'hui, comme le disait M. Courlaire, si je ne dis pas de bêtises, on peut créer son propre réseau d'objets connectés grâce à des protocoles de télécommunications comme LoRa ou Sigfox. Voilà, on l'a déjà dit tout à l'heure, des réseaux bas débit, basse consommation. Aujourd'hui, je pense que ces derniers auront une grande influence d'ici peu dans les collectivités pour aller sur ces missions d'usage et de services numériques. Donc pour vous, ce n'est pas un handicap. Bien sûr, plus le département sera équipé en fibre et mieux tout le monde se portera, mais vous pouvez avancer sur votre mission. Est-ce que, par exemple, on pourrait envisager une application gérée par le syndicat dans le domaine de l'autopartage de véhicules électriques qui sont eux-mêmes, pour certains, enfin oui, si la commune le demande, cofinancés pour des véhicules électriques municipaux? Alors effectivement, la réflexion est en cours dans nos services. Ça fait partie intégrante de la dynamique instaurée par Avenir, c'est-à-dire et des enjeux liés à la maîtrise de la donnée. Aujourd'hui, il faut bien prendre en compte que les collectivités devront à l'avenir être propriétaires et maîtriser leurs données afin de garder la maîtrise de leurs ouvrages et de leurs réseaux. Donc aujourd'hui, forcément, une plateforme hébergée en interne est un des premiers pas dans ce sens. Donc effectivement, vous venez de le citer, toute cette stratégie va être développée sous l'égide de la marque Avenir. On peut peut-être la montrer. Il y avait une slide qui était... non. Voilà. Avenir, comme son nom l'indique,
ou pas, c'est effectivement la meilleure expression fédératrice de ce que l'on a appelé territoire connecté, tout ça développé sous l'égide du SDEY. Mais effectivement, c'est une marque de territoire que vous allez développer autour des 4 piliers stratégiques qu'avait rappelé Jean-Noël Loury dans sa présentation. Merci beaucoup, Michael Grand. Nous allons terminer avec vous, Jérôme Lelu. Vous êtes chef d'entreprise Citeos Exploitation. Donc tout à l'heure, Mireille Bodin, que je dois excuser parce qu'elle était attendue à Nantes, je crois, à Orléans, a dû nous quitter un petit peu rapidement. En plus, je lui avais promis qu'on aurait terminé à midi, donc voilà. Vous aurez l'occasion d'en reparler tous les deux. Donc, comme je le disais, vous êtes une des entreprises potentiellement prestataires du SDEY pour mettre en œuvre la stratégie proposée par Michel Pantier et les outils validés par Michael Grand. Comment allez-vous travailler ou comment travaillez-vous déjà sur certains territoires puisque vous avez des expériences à votre actif? Voilà, donc bonjour à tous. Jérôme Lelu, voilà, je suis chef d'entreprise de Citeos Exploitation Centre-Est et je m'occupe de tout ce qui est développement Smart City, Smart Village, hein, pas forcément que pour les grandes villes, mais c'est aussi très bien adapté à des petites collectivités. Nous, nos activités, je vais les présenter rapidement. Voilà, Citeos, c'est la marque lumière et équipement urbain dynamique du groupe Vinci Énergie. Et donc, on adresse les différentes activités que vous voyez et de plus en plus, on regarde comment regrouper ces activités pour être le plus performant pour les collectivités, pour amener plus de services en essayant de diminuer des coûts. Donc, on va regarder une petite vidéo qui va... Ça vous embête pas si on oublie la vidéo? Parce qu'elle elle est très très semblable avec celle de la Vendée, ce qui est normal. Ouais, un peu d'accord. Et voilà. Donc, non, comme ça on va se dépêcher. Continuez sur vos stats. Merci. Donc pour nous vraiment, quels sont les enjeux d'un territoire connecté? Qu'est-ce que peut amener un territoire connecté à une collectivité? Le premier point, vraiment les problèmes des collectivités que vous connaissez tous, c'est vraiment la diminution des dotations et le fait de diminuer des coûts de fonctionnement. Donc comment diminuer des coûts de fonctionnement essentiellement liés à l'énergie? D'une part en travaillant sur l'efficacité énergétique, donc que ce soit, comme on en a parlé tout à l'heure, sur la partie éclairage public, mais aussi sur la partie des bâtiments, comment rendre plus performant énergétiquement un bâtiment, et aussi de produire de l'énergie, voire de la consommer localement. On va voir des exemples après tout à l'heure. Et puis aussi de mutualiser des infrastructures, parce que souvent, on a un réseau dédié à la vidéo, on a un réseau dédié à l'éclairage public, aux bornes de recharge, et comment, grâce par exemple à une entité comme un syndicat qui gère l'ensemble, un syndicat départemental qui gère l'ensemble de ces prestations, comment vraiment mutualiser l'ensemble et donc du coup à terme diminuer des coûts de fonctionnement. Donc ça c'est le premier point, un point économique. Et par rapport à ces économies de fonctionnement, on propose aux collectivités de les réinvestir pour augmenter les services qui peuvent être proposés aux différents habitants, mais aussi aux différents touristes ou personnes qui vont rentrer dans la collectivité, et comment toujours maintenir un bon niveau d'attractivité pour la collectivité, qui reste quand même une chose, à mon sens, assez importante pour les différents villages assez ruraux. Et donc c'est important de maintenir cette attractivité, cette vie économique, comment maintenir le commerce local. Donc voilà, quels sont pour nous les enjeux, comment on voit ce qui est un territoire connecté et ce qu'on essaye de proposer aux différentes collectivités locales. Donc ensuite, au lieu de vous faire tout un discours sur ce qui est vraiment la Smart City ou ce qu'on fait, je vais préférer vous montrer des exemples de ce qu'on a déjà fait. Donc par exemple, là, on a un exemple de 300 mètres carrés de panneaux solaires qui est sur un bâtiment communal, un bâtiment administratif, où notre but, c'est vraiment donc de compenser 30% de la consommation d'éclairage public, la consommation du bâtiment par la production d'énergie verte. Donc vous avez en orange la courbe de charge du bâtiment, et puis en vert, donc notre production photovoltaïque. Et donc directement par l'autoconsommation là en local, on arrive à quand même avoir une autoconsommation de 30% et un temps de retour sur investissement pour la ville entre 8 et 10 ans.
On a parlé aussi beaucoup d'autoconsommation collective, donc on a la chance donc de participer, enfin même de gérer le démonstrateur, le DIVD, c'est un démonstrateur démonstrateur industriel de la ville durable, pardon, qui a été mis en place par le ministère de l'écologie, donc à Marmagne, Marmagne, une petite commune de 2000 habitants, où donc on va équiper plusieurs sites publics de panneaux solaires, et ensuite on va donc réutiliser cette énergie aussi bien dans les bâtiments, mais que sur de l'éclairage public ou sur de l'alimentation de bornes, quoi. Voilà. Donc là aussi, on a un bon lien avec Enedis pour voir comment réinjecter sur le réseau, comment va évoluer la réglementation, le côté juridique sur ces choses-là. Et dernier exemple. Avant-dernière, mais je le fais rapide. Donc à Sancerre, j'ai pensé à Sancerre, Chablis, voilà, comme ça, pour faire un autre exemple Ça va venir, viticole. Sur du smart parking, une ville qui a beaucoup d'affluence touristique et donc avec des pics, et donc qui doit gérer son parking au mieux, et donc c'est pas très simple. Donc comment par la technologie, par la connectivité des différents équipements, on peut simplifier tout ça. Et le dernier exemple, c'est une application citoyenne qui est au service des habitants et donc de l'ensemble des gens qui viennent sur la collectivité, qui permettent de faire trois choses, on va dire, de rendre acteur le citoyen, donc elle veut pouvoir signaler des pannes d'éclairage au lieu que ce soit nous qui allons faire les tournées de nuit, donc de dépenser encore de l'argent inutilement. C'est c'est le citoyen qui va être directement acteur de la propreté ou de la vie de sa ville. De diffuser aussi de l'information pour la collectivité, donc aussi bien des messages types, de les sonder, de faire de la démocratie participative, qu'est-ce qu'ils pensent de tel projet, et aussi donc de promouvoir, on va dire, l'activité économique locale. Donc là, on va avoir tout ce qui va être information sur les restaurants, sur les différents commerces qu'on peut avoir en ville, faciliter le stationnement de la ville, tout ça. Voilà. Donc tous ces sujets, ils sont assez paramétrables, on le voit dans le slide après, mais donc suivant les besoins de la ville, on a des possibilités de paramétrer comme on le souhaite cette application. Voilà. Merci beaucoup. Donc si je comprends bien, au sein de votre société, vous pouvez répondre à, pour ainsi dire, toutes les applications, tous les besoins qui seraient attendus par Michel Panetier et par Michael Grant pour le territoire. Pas de souci. Tout va bien. J'espère, quoi. En tout cas, on bien. essaiera. Merci. Et ce qui est très important, juste pour finir, c'est quand même de bien partir de vos besoins, de votre territoire, de vos usagers, pour définir quels sont les besoins. Et peut-être pas de reproduire à l'identique d'une ville à l'autre, d'un territoire à l'autre, la même chose, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci madame, merci messieurs.